Votre honneur, au moins j'ai encore ma fierté. Mon avocat siffla doucement, et je l'aperçus qui se concentrait sur moi avec une grande attention. Compte tenu de son taux horaire exorbitant, je pensais qu'il devrait faire preuve d'un peu plus de retenue. Il m'avait conseillé d'éviter d'utiliser ce genre de langage, m'avertissant que nous risquions de perdre la sympathie du public. Il semble que les juges soient plus enclins à imposer des peines plus légères en réponse à l'opinion publique, mais je savais quelque chose que mon estimé avocat ne savait pas. De mon siège, menotté, au banc des accusés, j'avais une meilleure vue du juge que lui. Lorsque j'ai prononcé cette phrase pour la première fois, j'ai remarqué que le juge avait rapidement étouffé un sourire. Ce sourire m'a dit tout ce que je devais savoir, tout comme un rapide coup d'œil à l'homme que j'avais agressé, assis furieusement à la table de son avocat. Je me doutais que le juge n'aimait pas non plus cette crapule. Puis-je encore parler à mon client, votre honneur? Je doute que cela soit d'une grande utilité, monsieur Perkins. Il est clair que vos 3 derniers commentaires n'ont rien donné de bon. Cette fois, le juge me sourit ouvertement tandis que mon avocat s'approche et murmure quelque chose. Ce type ne me plaisait pas. C'était un crétin hautain, et je me considérais comme un homme raisonnable. Il n'était qu'un imbécile condescendant, et je suis le genre de personne qui préfère faire face à la réalité plutôt qu'à ce qu'on m'impose. Je ne l'aurais pas engagé si j'avais eu le choix, mais, malheureusement, je n'ai pas eu cette possibilité. C'est à cause de mon meilleur ami, Dave, qu'il a été impliqué. Dave était-il si riche qu'il pouvait dépenser une fortune pour ma défense désespérée? Non. Dave menait une vie décente mais modeste, tout comme moi, du moins jusqu'à ce que je sois enfermé il y a 8 mois. C'est en fait une campagne GoFundMe que Dave avait organisée, rassemblant beaucoup trop de contributeurs pour financer ma représentation juridique hors de prix. Apparemment, l'homme que j'avais attaqué n'était pas non plus très apprécié. Après que les médias ont révélé la richesse du compte de ma petite amie, il a fait un grand geste en lançant sa propre campagne. Cette décision a eu des conséquences à long terme pour lui. Il semble qu'il n'ait pas gagné beaucoup de fans en provoquant mon attaque. Cependant, d'après le volume de courriers de fans que je recevais, je semblais être assez populaire. J'ai eu le courage d'assumer mes paroles. Après un nouveau plaidoyer de mon avocat pour éviter le terme offensant, il est retourné à sa table et nous avons tous les deux fait face au juge une fois de plus. Votre conseil, monsieur Freeland, est correct. Vous ne traitez pas votre victime avec le respect et la compassion qu'elle mérite. Une fois de plus, le sens littéral de ces paroles était démenti par la lueur dans ses yeux, une lueur que je ne pouvais voir que de par ma proximité et mon angle de vue. Je m'excuse sincèrement, votre honneur. Je pensais que je ne faisais que dire la vérité. Je possède 2 testicules. En revanche, l'homme que j'ai surpris avec ma future ex-femme n'en a pas, à moins qu'il ne les garde dans une boîte. Cette fois, le juge m'a jeté un regard qui laissait penser que j'avais dépassé les bornes, mais il s'est vite adouci. J'ai décidé qu'il valait mieux arrêter de parler. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous avez plaidé coupable d'agression causant des lésions corporelles, ce qui entraîne une peine maximale de 8 ans, monsieur Freeland. S'il vous plaît, ne répétez pas ce que vous avez dit avant. Nous avons tous deux jeté un coup d'œil à la table de l'accusation, où mon adversaire était redevenu rouge, sous l'effet de la colère ou de la honte, je ne saurais le dire. Merci, monsieur Freeland. Votre avocat prétend maintenant que vous étiez temporairement fou au moment de l'agression et que vous n'êtes pas entièrement responsable de vos actes. Cependant, l'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal suggère que vous êtes aussi sain d'esprit que n'importe qui d'autre. Pourtant, le psychiatre note que la folie passagère est un phénomène isolé causé par des stimuli spécifiques. Pour une fois, j'ai suivi les instructions de mon avocat et je suis resté silencieux, ne répondant qu'aux questions directes. La déclaration de la victime ayant déjà été entendue, avant que je ne prononce ma sentence, Monsieur le Président, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Pourriez-vous me regarder dans les yeux et répéter votre récit, Freeland? Votre honneur, bien sûr. Voici ce dont je me souviens. J'ai fait une pause et j'ai jeté un coup d'œil à ma femme assise dans la tribune. Elle a baissé le regard. La dernière fois que ce sujet a été abordé, elle n'était pas dans la salle d'audience. Je suppose qu'elle voulait éviter les désagréments. Le plus probable est qu'elle ne savait pas que ce sujet referait surface aujourd'hui. J'ai supposé qu'elle était confrontée à une sorte de dilemme. Des choix, des choix, des choix. Devait-elle rester ou s'enfuir à nouveau? Elle est restée pour me montrer son soutien, en espérant que je lui pardonne et que je la reprenne. C'était peine perdue. Elle allait devoir affronter la honte et le déshonneur public d'avoir été prise en flagrant délit de tromperie,
toute seule, au vu et au su de tout le monde. Je passais une bonne soirée au pub avec ma femme et quelques amis lorsqu'un flâneur, la victime, s'est approché de ma femme et l'a invitée à danser. Je n'ai pas apprécié qu'il ne me demande pas si j'étais d'accord, ce qui est une courtoisie élémentaire, mais j'ai choisi de ne pas en faire toute une histoire. J'ai supposé que tout allait bien lorsqu'elle est revenue à la table après avoir dansé 2 ou 3 chansons avec cet abruti. Enfin, jusqu'à ce qu'elle disparaisse peu après. Il s'avère qu'elle est partie avec l'homme avec lequel elle avait dansé. J'ai pris un moment pour me ressaisir. J'étais encore furieux après tout ce temps, car je me souvenais de l'horrible trahison de ma femme. Je suppose que l'un des psychiatres avait raison lorsqu'il a dit que la rage intense existe dans les zones de douleur sévère. Selon lui, la colère est une émotion secondaire qui n'apparaît jamais seule. À défaut d'autre chose, je suppose que mon séjour en prison m'a appris quelque chose de nouveau. Veuillez continuer, monsieur Freeland. J'ai supposé qu'il l'emmènerait chez lui, et comme certaines personnes savaient où il habitait, j'y suis allé directement. Sa grosse voiture de luxe était effectivement garée dans le garage. Il devait être pressé, tout comme ma femme. La porte intérieure de la maison n'était pas verrouillée, tout comme la porte du garage. Votre honneur, je n'ai pas eu besoin d'entrer par effraction. Je suis simplement entré. Monsieur Freeland, le rapport de police mentionne bien qu'il n'y a pas eu de dégâts. Votre honneur, pardonnez-moi, mais ma mémoire devient de plus en plus floue après cela. Je me souviens vaguement d'avoir atteint le bas des escaliers et d'être devenu de plus en plus furieux à mesure que je les cherchais dans la maison. À l'étage, j'ai cru entendre des gémissements et des grognements provenant de l'une des chambres. Je m'excuse, mais c'est tout ce dont je me souviens. Après cela, je ne me souviens de rien jusqu'à l'arrivée de la police. 1 minute, j'étais en bas des escaliers, puis ils étaient là. Pour être honnête, je ne sais pas si les images mentales que j'ai de ce laps de temps de 15 minutes sont exactes ou si elles sont basées sur ce que la police a dit qu'il avait dû se passer au cours de son interrogatoire. J'ai fait de mon mieux pour garder un air perplexe pendant que le juge m'examinait. Mes aveux ont été signés ce soir-là alors que je n'avais pas toute ma tête, ce qui a été un point de discorde majeur pour mon avocat, incroyablement cher et, honnêtement, excellent. La police avait commis une erreur et je n'avais pas été placé en détention pendant une longue période. Mon avocat a suggéré que j'avais peut-être été intimidé ou interrogé officieusement et que la police avait profité de ma faiblesse mentale pour créer un souvenir en le répétant plusieurs fois. J'ai ensuite signé des aveux dans lesquels je déclarais que c'était exactement ce qui s'était passé parce que ce souvenir était devenu ma réalité. Pour être honnête, je me souviens de ce qui s'est passé. Dans les moindres détails. Je ne peux pas dire avec certitude si c'était de la vraie folie, mais quelque chose en moi s'est déclenché au moment où j'ai entendu des bruits de sexe venant de la chambre à coucher. J'ai grimpé les escaliers en suivant le bruit jusqu'à la porte ouverte, où j'ai vu ma femme, nue comme le jour de sa naissance, à 4 pattes en train d'être pénétrée par l'homme qui me l'enlevait. Je l'avais vu danser avec lui un peu plus tôt, mais je ne pouvais pas dire s'il s'agissait d'une véritable folie ou non. De plus, je ne crois pas que mes actes soient entièrement de ma faute. Elle criait, gémissait et l'encourageait, anéantissant tout espoir de participer malgré elle à cette liaison secrète. Tous deux n'ont pas remarqué ma présence alors que j'étais en état de choc, témoin de leur trahison qui se déroulait sous mes yeux. Sa virilité semblait manifestement plus grande que la mienne, et l'idée qu'il lui donnait ce que je n'aurais jamais pu lui donner faisait bouillir mon sang de rage. J'ai compris à ce moment-là que je serais toujours cocu, à moins que je ne fasse quelque chose pour égaliser le score. Bien que je ne me souvienne pas consciemment d'avoir pris une décision dans un sens ou dans l'autre, je savais que je ne serais jamais à sa hauteur après cela. Peut-être que je serai toujours cocu et que ma masculinité n'égalera jamais la sienne, mais au moins j'aurai encore mon amour-propre, c'est tout ce que je me rappelle avoir pensé. Je jouais comme défenseur dans mon équipe de rugby et, pendant les entraînements, je changeais souvent de rôle avec les autres équipes, ce qui me permettait de donner un coup de pied puissant juste là où il fallait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Sa réaction a été presque comique, car il a répondu immédiatement. Mon ex-femme a été stupéfaite lorsqu'elle s'est cogné la tête contre la tête de lit alors qu'il se tordait pour essayer d'échapper à la douleur. Puis, les jambes écartées et le souffle coupé comme s'il l'avait retenu pendant une éternité, il a roulé sur le dos. Son regard stupéfait est passé de son haine déchirée à mon sourire suffisant, indiquant que la douleur n'avait pas encore été pleinement ressentie. Aujourd'hui encore, malgré mon incarcération, je ne peux m'empêcher de sourire à l'expression terrifiée de son visage. Oui, votre avocat a été très clair, monsieur Freeland.
J'ai cru comprendre que plusieurs changements importants de protocole avaient été mis en œuvre au poste de police concerné. Vous étiez sans aucun doute présent lorsque ces changements ont eu lieu. Vous étiez bel et bien présent lors de l'incident et, selon 3 témoins, vous avez même administré les premiers soins à la victime, ce qui est tout à fait inattendu compte tenu de votre nature. Le fait que votre épouse ne vous ait pas vu agresser physiquement la victime n'a pas d'importance dans cette affaire. Il ne fait aucun doute que vous avez causé la blessure qui a nécessité l'ablation chirurgicale des testicules de la victime. L'accent est maintenant mis sur votre état mental au moment de l'agression. Comme indiqué précédemment, la peine légale est de 8 ans d'emprisonnement, toutefois, je suis autorisé à prendre en considération la provocation à laquelle vous avez été confronté et votre état mental probable à ce moment-là. En ce qui concerne l'aspect dissuasif de la peine, je ne pense pas que vous serez à nouveau confronté à une provocation aussi extrême et, franchement, répugnante. À ces dernières remarques, le juge a jeté un regard dégoûté et critique à ma femme, qui s'est enfoncée davantage dans son fauteuil. J'ai remarqué qu'aucune de ses amies ne s'était assise à ses côtés pour la soutenir. D'après ce que j'avais entendu sur la diminution de son cercle social dans l'intimité de ma cellule, il semblait qu'elle n'avait plus beaucoup d'amis. Ma situation avait attiré l'attention du pays. Premièrement, parce que ma victime était connue, deuxièmement, parce qu'il avait été rapporté que certaines célébrités profitaient de leur notoriété pour commettre des actes odieux sans conséquence, et troisièmement, à cause de la page GoFundMe. Le total des dons a atteint 6 chiffres avant même que le grand public ne puisse contribuer, ce qui suggère que de nombreux maris humiliés par le petit ami de ma femme étaient extrêmement riches. Des milliers de personnes ont dû être émues par mon histoire de David contre Goliath, car elles ont donné leur petite monnaie et, dans de nombreux cas, beaucoup plus. La taille énorme du fonds a garanti sa notoriété et a placé les transgressions de ma femme et de moi-même au premier plan de l'attention de notre cercle social et du pays. Faire autre chose que de l'humilier publiquement est devenu socialement tabou. J'ai dû me perdre dans mes pensées, car la salle d'audience a soudain éclaté en applaudissements. Nous nous sommes tous levés lorsque le juge a quitté la salle, et j'ai remarqué que les gens me levaient le pouce et me souriaient. Je suis allé voir mon avocat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai demandé à mon avocat, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a répondu, vous avez été déclaré momentanément faux. Vous avez de la chance. Il t'a condamné à 3 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Vous êtes libre. Après s'être serré la main, il s'est assuré qu'on me conduise à la sortie. Un huissier s'est penché pour murmurer, je suis vraiment content que tu aies encore tes couilles, mec, après m'avoir serré la main et m'avoir donné une tape dans le dos. Avec un sourire maniaque, il nous a fait sortir, mon avocat sévère et moi, par la porte arrière, en évitant la presse qui attendait. Une fois dehors, j'ai remercié mon avocat et nous nous sommes séparés. En tournant le coin des marches de la salle d'audience, j'ai vu le groupe de journalistes qui m'attendaient à la porte principale. Cependant, je crois maintenant que « meute » est un terme approprié pour désigner un groupe de hyènes. Je suppose qu'ils ont été un peu surpris par mon changement de vêtements de prison, car personne ne m'a regardé quand je suis passé. Sur les marches en face de moi, un autre petit groupe de personnes se tenait debout. Au non, ma victime et son avocat tenaient leur propre conférence de presse. Lorsque je me suis approché d'eux, ils se trouvaient sur les marches inférieures, face à une rangée de caméras. J'ai entendu la superstar locale, autrefois remarquable et aujourd'hui publiquement déshonorée, faire une déclaration juste au moment où j'arrivais à portée de voix. Je promets de contester la décision du juge aujourd'hui. C'est une moquerie à l'égard du système judiciaire. De plus, comme il n'est pas illégal d'avoir des relations sexuelles avec des femmes mariées, je vais intenter un procès au civil pour effacer mon casier judiciaire. L'un des caméramens a pointé ses reporters dans ma direction. Lorsque j'ai atteint l'ancienne star qui se tenait sur la même marche, près de la moitié des caméras étaient braquées sur moi. Alors que j'empiétais sur son espace, le fait qu'il mesurait environ 1 pied de plus et pesait 50 kilos de plus que moi ne faisait qu'accentuer la disparité. En fait, la canaille a fait un pas en arrière, a trébuché et est tombé sur le derrière. Depuis le sol, il a rapidement jeté un coup d'œil aux objectifs des caméras et s'est rendu compte de sa faiblesse. Je lui ai souri du mieux que j'ai pu. Je vous souhaite bonne chance dans votre plainte civile et votre appel. Je continuerai à défendre mes convictions, quelle que soit l'issue de l'affaire. Il est devenu rouge comme le feu. Vous êtes foutu, Marc Lavalier, et vous aussi, a-t-il rétorqué. Le lendemain, les titres des journaux locaux sont assez amusants. On parle d'un mari qui garde son sang-froid, d'un petit homme sûr de lui qui affronte un joueur de football professionnel en disgrâce, et même d'un Lavalier qui perd à nouveau son sang-froid.
Grâce à toute cette publicité, le solde de mon compte GoFundMe n'a cessé d'augmenter. J'ai donc engagé le meilleur avocat civil que j'ai pu trouver, en espérant qu'il puisse atténuer l'impact de ma perte inévitable. Après avoir attendu 1 mois, puis 2, le procès attendu ne s'est jamais concrétisé. J'ai finalement découvert pourquoi un soir. Alors que je rentrais chez moi après avoir bu une bière dans un bar du quartier, un homme de grande taille s'est approché de moi par derrière, me faisant de l'ombre, ce qui m'a permis de comprendre qu'il était grand. Il m'a dit qu'il appartenait à une organisation de soutien aux hommes qui aident les maris maltraités, mais m'a demandé de ne pas me retourner. Après une brève conversation avec les membres de son groupe, Lavalier a choisi de ne pas me poursuivre en justice. Je n'ai pas remis en cause le raisonnement de Lavalier, mais vu la taille de mon nouvel et mystérieux allié, je pouvais comprendre qu'il ait pu se laisser convaincre. Lorsque ma nouvelle connaissance a décliné mon offre de lui payer une bière, je l'ai simplement remercié et j'ai accédé à sa demande de rester face au bar jusqu'à ce qu'il atteigne la porte. Avoir des amis, même si on ne les connaît pas bien, est bénéfique. J'ai suivi de près la carrière de Marc. Après avoir été discrètement expulsé de la Major League, où il avait été une star, il s'est retrouvé dans les ligues mineures. Ses revenus auraient chuté d'environ 90%. Environ 1 an plus tard, il fait à nouveau la une des journaux. C'était lors d'une de ces émissions de fin de soirée où l'on interviewait d'anciennes vedettes. J'ai demandé à un ami de l'enregistrer. Lavalier n'arrêtait pas de se lamenter sur l'injustice de la situation, avec une voix nettement plus aiguë. Il disait que son taux de testostérone avait chuté et qu'il avait perdu ses testicules. Il n'était plus aussi agressif, motivé et musclé. De ce fait, chaque fois qu'il entrait sur le terrain, il faisait l'objet de moqueries encore plus vives. Après qu'un adversaire a prétendument marmonné, au moins, j'ai encore mes couilles, Marc a reçu une suspension de 2 matchs. Marc a été filmé en train de se retourner et de gifler l'homme. Il aurait pu gagner un peu de respect s'il s'était battu avec lui, mais la gifle n'a fait qu'empirer sa réputation. Moins d'1 mois plus tard, il a été licencié après avoir été surpris en train d'utiliser des suppléments de testostérone, qui sont interdits dans le sport professionnel en tant qu'améliorateur de performance. Je ne l'ai plus revu par la suite, et les seules fois où j'ai entendu son nom, c'était lorsque les gens discutaient des dangers de l'adultère dans le mariage. Pour Linda, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. Ses amis, sa famille et ses connaissances ont rapidement conclu que la soutenir ne ferait que les traîner dans la boue de sa honte. Ils l'ont abandonnée, lui jetant métaphoriquement de la terre en s'enfuyant. Les médias n'ont pas caché les détails de sa trahison envers moi. Elle est devenue l'exemple type de la « mauvaise épouse ». Après avoir été abandonnée par ses proches et harcelée par les médias, et même par des gens au hasard dans la rue, elle a tenté de quitter le quartier. Grâce à l'avocat de ma famille, qui est, comme vous pouvez vous en douter, le meilleur que l'on puisse acheter, elle n'a pas pu emmener les enfants loin de moi. Désespérée, elle s'est tournée vers l'alcool. J'ai fait en sorte que la police arrive avant moi lorsque ses enfants, restés seuls à la maison, ont appelé pour signaler que leur mère avait franchi les portes coulissantes du garage et ne réagissait pas. J'ai laissé la porte du garage ouverte pour que les journalistes puissent photographier les jeux pour enfants à côté de la place de parking habituelle de Linda. La cerise sur le gâteau a été son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Mon avocat a eu la sagesse de ne pas suggérer que la garde me soit accordée à moi, un criminel condamné, mais il a rapidement convaincu le juge que Linda était une mère inapte. Au lieu de cela, cet homme astucieux a recommandé que mes parents se voient accorder la tutelle légale. Grâce à mes fidèles partisans, j'ai pu offrir une aide financière substantielle au juge, qui a rapidement accepté l'arrangement. Mes parents et moi venions d'emménager ensemble. Les travailleurs sociaux qui surveillaient les interactions de Linda avec les enfants ont commencé à s'inquiéter lorsqu'elle s'est mise à boire encore plus. Au bout de quelques mois, elle a abandonné et quitté la région. À chaque Noël et à chaque anniversaire, elle envoie des cartes postales aux enfants. Il reste indifférent. J'aurais pu réussir si j'avais été le genre de femme attirée par ceux que ma célébrité, ou plutôt mon infamie, attirait. Mais ce n'était pas le cas. J'ai fini par rencontrer une femme incroyable. En fait, elle est plus complexe que ce mot ne le laisse entendre. C'est une personne que j'admire. Elle a quitté son pays avec ses nièces, 2 jeunes enfants. Au début de la guerre entre leurs pays, sa sœur et son beau-frère ont été tués. Mais surtout, elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ma célébrité. Pourtant, il lui arrive de se pencher sur moi tard le soir, après nos petites parties de cache-cache, et de me murmurer à l'oreille, « Je suis contente que tu aies encore tes couilles, Jim. »